Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 4. Autrui. Objectif du cours. Premier tiret. Constituer autrui en problème philosophique. Deuxième tiret. Comprendre pourquoi, en quoi et sous quelle forme autrui présente un problème philosophique. Troisième tiret. Explorer la dimension philosophique de notre rapport à autrui. Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Jean-Paul Sartre. Piste de réflexion. Premier tiret. Pourquoi me faudrait-il un médiateur entre moi et moi? Comment pourrait-il être indispensable? Deuxième tiret. De quel autrui s'agit-il? De n'importe quel autre homme indifférent. Ou bien y a-t-il des situations et des personnes privilégiées? Autrui est celui que je regarde, celui que je combats, ceux avec qui je construis ma vie, ceux qui me jugent, etc. Troisième tiret. Quelle est la modalité de cette médiation? Amicale? Conflictuelle? Quatrième tiret. Sartre est aussi l'auteur de la formule célèbre, l'enfer, c'est les autres. Y a-t-il une contradiction entre ces deux affirmations? Ou bien au contraire disent-elles au fond la même chose? Introduction générale. Par le terme autrui, nous désignons les autres êtres humains, nos semblables. En effet, l'homme n'est pas seul au monde. À ce titre, il possède certaines tendances et sa manière d'être naturelle se trouve modifiée par les exigences de la vie en société, c'est-à-dire les manières de penser, d'agir propres à chaque individu dépendent de sa situation sociale. Selon les sociologues, l'homme ne saurait même rien de plus que ce que fait son groupe social. Les autres, notre entourage, notre famille interviennent dans la construction même de notre personnalité. En s'identifiant à ses parents ou à certains membres de son entourage, l'enfant s'achemine vers la construction de sa propre personnalité. Ceci montre que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin des autres non seulement dans l'entraide et la coopération mais aussi pour se modeler et partager le sentiment d'exister. À cet effet, autrui est-il mon semblable ou différent de moi? Pourrais-je vivre sans aucune relation avec d'autres humains? Quel type de rapport le moi entretient avec l'autre? Si l'homme était seul au monde, y aurait-il un sens à penser, à agir, à parler, face à ces problèmes? Il faut souligner que l'existence d'autrui peut être source de conflit mais aussi de partage. Grand 1. La connaissance d'autrui. Petit 1. Qui est autrui? Autrui, c'est l'autre, mon prochain qui n'est pas moi. Autrui est mon semblable. C'est aussi moi et aussi un non-moi. Il faut qu'autrui soit à mes côtés pour me permettre de me connaître comme le disait Aristote. Autrui est le miroir qui me permet de découvrir mon visage. En effet, la connaissance de soi résulte de la contemplation de soi. Or, il est impossible sinon difficile de se contempler soi-même. Il pas vrai que nous faisons souvent des reproches aux autres sans nous rendre compte que nous commettons les mêmes erreurs? Autrui désigne un autre moi, c'est-à-dire un sujet autre que moi-même doté lui aussi d'une conscience lui permettant de se présenter sa propre individualité. Autrui n'est ni autre que moi ni identique à moi. Il est alter ego, c'est-à-dire un autre moi d'une part et autre que moi d'autre part. Jean-Paul Sartre, fasciné par cette duplicité d'autrui, le définit comme suit. Autrui c'est l'autre, c'est-à-dire moi qui n'est pas moi. Autrui peut être saisi de deux façons, soit à partir de sa ressemblance à moi, soit à partir de sa différence d'avec moi. Cette analogie ne donne qu'une certaine connaissance d'autrui, elle n'épuise pas cette connaissance. C'est pourquoi Maurice Merleau-Ponty nous prévient que le deuil d'autrui et sa colère n'ont jamais le même sens pour lui que pour moi. Pour lui ce sont des situations vécues, pour moi ce sont des situations appréhendées. Oui, si je peux par un mouvement d'amitié participer à ce deuil et à cette colère, il reste le deuil et la colère de mon ami Paul. Donc il est à la fois proche et lointain, familier et étranger et apparaît comme une figure énigmatique, difficile à comprendre ou à expliquer, à la fois fascinante et inquiétante. Autrui est comme un miroir qui permet la connaissance de soi. Il permet de se mesurer, de se juger et de se situer dans une société. Petit 2. Comment reconnaître l'existence d'autrui? René Descartes fait d'autrui un être second, par rapport au je. Il le relègue au second plan. Dans son livre Méditation métaphysique,
Il souligne que ce qui m'assure mon existence, c'est ma conscience. Pour lui, l'existence de ma conscience est la seule certitude qui ne laisse planer aucun doute sur mon existence. La pensée se pensant, c'est-à-dire faisant flexion sur elle-même, ne peut établir l'existence d'autre chose en dehors d'elle-même. Cette conception de Descartes est qualifiée de solipsisme, solus égale seul, ipse égale soi-même, c'est-à-dire fermé dans la solitude dans son intériorité, incapable de s'ouvrir aux autres, d'admettre l'existence des autres. À cet effet, l'existence d'autrui est-elle problématique? L'existence d'autrui peut par contre être considérée comme une certitude, avant de nous connaître nous-mêmes, d'avoir conscience de notre moi. Autrui s'impose à nous. C'est le point de vue d'Edmund Husserl. Husserl rompt ainsi avec la tradition inaugurée par Descartes qui fait du sujet le point de départ, le fondement originel de la vérité. À la solitude du cogito, il oppose l'intersubjectivité, communication qui établissent les consciences entre elles, à savoir l'idée selon laquelle c'est l'accord possible sur un monde commun qui garantit la possibilité de la vérité. Sans autrui, le monde serait réduit à ma simple représentation. Pour lui, autrui est une certitude première qui précède toutes les autres connaissances. On ne peut parler d'une intériorité exclusive de la conscience, surtout que l'homme est dans le monde et dans son rapport au monde, il ne peut s'enfermer sur lui-même. L'homme doit se livrer plutôt à un commerce de relations puisque le monde extérieur est pour lui un miroir à travers lequel il se reflète et grâce auquel il réfléchit, sans quoi l'homme n'aurait aucune idée de l'autre. Sans l'existence d'autrui, l'homme ne pourrait pas même se constituer. Par exemple le cas des enfants sauvages qui n'ont pas vraiment pu s'humaniser à cause de l'absence de tout contact, de toute relation avec leurs semblables. Sartre, à la suite de Husserl, reprochera également à la démarche cartésienne de chercher à démontrer ce qui est donné. Autrui et le monde sont toujours déjà là. La subjectivité est en réalité d'emblée une intersubjectivité. L'existence d'autrui et la mienne propre est un fait. D'où la notion de facticité d'autrui. Grand 2. Les différents types de relations du moi avec autrui. Petit 1. Autrui, source de conflit et condition de la conscience de soi. Dans son livre Phénoménologie de l'esprit, Hegel a fait l'étude des relations entre les hommes à travers la dialectique du maître et de l'esclave. Par cette dialectique, Hegel montre comment le conflit est à la base de ma relation à autrui. Ici la reconnaissance d'autrui passe avant sa connaissance. Hegel part du principe selon lequel il y a presque toujours un conflit lorsque deux hommes se rencontrent. Ils se livrent une lutte à mort. Au terme du combat, on a un vainqueur, celui qui n'a pas craint de risquer sa vie, celui qui préfère mourir plutôt que de vivre dans l'esclavage. Le maître, et un vaincu, celui qui préfère l'esclavage à la mort, l'esclave. L'esclave reconnaît la grandeur du maître et se met à son service. Mais en travaillant, l'esclave apprend à se connaître, à se maîtriser et à dominer le monde. Le maître ne peut plus se passer de lui. Ainsi l'esclave devient le maître du maître. L'esclave devenu maître du maître ne peut tout de même pas se passer de sa dépendance vis-à-vis du maître. Au fond, ils deviennent interdépendants. Sartre dans son livre L'être et le néant confirme le caractère conflictuel de la relation avec autrui à travers la manifestation du regard. Selon Sartre, le regard d'autrui me dépouille de moi-même, me gêne et me prive de ma liberté. En effet, lorsque je suis seul, je m'épanouis mais devant l'autre, son regard m'inquiète, me menace et je me sens prisonnier de ce regard. Ainsi, entre moi et autrui, la communication n'est pas pacifique, raison pour laquelle Sartre affirme dans son livre Huis clos, l'enfer c'est les autres, où le regard d'autrui ne fait peur car il est angoissant, confie-t-il dans Huis clos. Petit 2. Autrui, source d'amour et exigence morale. Il est vrai que certains regards constituent une menace, source de conflit. Par exemple le regard. S'il y a aussi l'aspect affectif des regards. De nombreuses rencontres amoureuses ont commencé par le regard. Ainsi, la relation d'amour est marquée par la concorde avec autrui. Celui qui aime vraiment cherche le bien de son bien-aimé. L'amour est altruiste, généreux. Quant à l'amitié qu'Aristote définit comme sentiment de bienveillance actif et réciproque,
c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Pour vivre une véritable amitié, il faut éviter l'amitié de profit basée sur l'argent et le sexe. Le vrai amour, c'est l'amour gratuit, et dans cet amour il y a renoncement des intérêts au profit du sacrifice de soi pour son ami. Un ami, c'est celui pour lequel nous éprouvons affection et sympathie, à ne pas confondre avec la camaraderie basée sur une relation de profit. Par exemple les camarades de classe, du sport, de partis politiques. Ainsi pour Kant, le devoir de l'homme est de traiter autrui comme une fin mais jamais comme un simple moyen. Selon lui, autrui est une personne et non une simple chose, car les choses n'ont qu'une valeur relative alors que les personnes ont une valeur absolue. En effet, les conditions sociales, les échanges économiques reposant sur une entraide font que les hommes se considèrent comme des moyens. Mais la conception d'Emmanuel Kant du devoir interdit de réduire autrui au simple moyen. Pour lui, autrui est un être raisonnable, une personne libre qui doit être respectée comme une fin en soi, une valeur non relative mais inconditionnelle. C'est pourquoi Kant affirme, agir de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et chez les autres, dans la personne d'autrui, toujours comme une fin mais jamais comme un moyen. Deuxième maxime de Kant. Conclusion générale. Il est vrai que l'enfer c'est les autres selon la formule de J.P. Sartre dans la mesure où l'autre est mon juge. Mais en réalité, c'est toujours moi, même qui me juge à travers le regard des autres. Ainsi, le rapport avec autrui est un rapport des conflits, un obstacle à mon épanouissement. Ce conflit peut être un moyen d'acquisition des biens et conditions de formation de soi. Mais il faut aussi reconnaître en autrui une personne, une fin en soi et une valeur absolue. Telle est la valeur morale d'autrui selon la conception de Kant. Sujet de réflexion. Premier. Dans quel sens peut-on dire qu'autrui est un autre moi? Deuxième. Apprécier ces jugements de J.P. Sartre. L'essence des rapports entre les hommes n'est pas la communauté, c'est le conflit. Troisième. Faut-il respecter en autrui le semblable ou l'être différent? Quatrième. Que pensez-vous de cette affirmation de Antoine de Saint-Exupéry? S'aimer, ce n'est point se regarder les uns les autres, c'est regarder ensemble dans la même direction. Cinquième. Le conflit est-il le fondement de tout rapport avec autrui? Sixième. Autrui est-il condition ou limite de ma liberté? Septième. Autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? Huitième. Des relations sans domination sont-elles possibles entre les hommes? Huitième. Des relations sans domination